Et oui, bonjour les amis, le Comtat dans tous ses états. Et du talent et des états, on en a. On va passer une heure formidable. Alors vous allez dire, oui, lui tous les lundis, il nous dit pareil, on va s'éclater. Mais là, en plus, je suis vraiment très, 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 très heureux, comme tous les lundis d'ailleurs aussi, vous avez raison. Mais je reçois un garçon, un artiste, avec qui, en fait, on a plein de choses à dire. C'est quelqu'un au départ de multicartes, parce que d'après son petit parcours, il va vous en parler pendant une heure, il a touché un peu à tout, et surtout il a démarré comme tous les gamins avec des baguettes dans les mains, parce que moi j'ai sa bio sous les yeux, je le connais bien, vous en avez l'habitude, je tutoie d'une manière générale mes invités. Lui, je suis obligé de le tutoyer parce qu'on a déjà travaillé ensemble et que j'ai eu la chance d'être accompagné par lui. Mesdames, messieurs, je reçois ce matin dans le Comtat, dans tous ses états, monsieur Gilles David. Bonjour Gilles. Bonjour Enrique, bonjour à tous. Alors, à 17 ans déjà, des baguettes à la main ou un couteau de boucher ? Alors oui. Ça va surprendre nos auditeurs. Oui, effectivement. Mes premières baguettes, c'était plutôt des couteaux. Parce qu'en fait, j'ai grandi là-dedans. Mes parents étaient commerçants. Mon papa a fait le métier de boucher, ce très beau métier, pendant toute sa vie. Et c'était mon premier métier aussi. Tout ça dans le Var. Hein. On démarre dans le Var. Un département voisin et ami. C'est ça. À Hyères. Donc, à 17 ans, dans la boucherie, tu te destinais à ça ou tu avais déjà des rêves de musique ? Pas du tout. J'avais plus ou moins déserté les bancs de l'école assez facilement d'ailleurs, avec pour projet de reprendre la boutique familiale, quoi, quelque part. Et alors, bon, cette entrée, c'est plutôt maman qui a poussé à la roue ? C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas trop si le fait de me voir taper un peu partout avec les couteaux, ça les agaçait. Oui, il y en a qui tapaient sur des bambous, toi tu tapais sur des couteaux. Ça a dû les agacer. Mais oui, un jour, ma maman m'a tout simplement proposé de m'essayer à la musique. Ça te dirait pas de faire un peu de musique ? J'ai dit, écoute, alors pourquoi ? Parce que maman elle-même avait aussi est une passionnée de musique ou pas du tout ? C'est qu'elle s'est dit, je vais le mettre à la musique, comme ça il me cassera plus les pieds à taper sur les établis. Non, elle aimait beaucoup ça. Ouais. Elle aimait beaucoup ça. On a d'ailleurs sillonné pas mal de routes de France ensemble pour aller voir des spectacles, des concerts. Oui, on a fait des kilomètres ensemble. Elle aimait beaucoup ça. Je ne sais pas si c'est ce qui a, je dirais, déclenché sa demande, mais alors, voilà. Je pense, Gilles, en toute modestie, que oui, elle a dû le déclencher, ça, parce que tous les profs, tous les parents, tous les oncles, les tantes, les papis, les mamies, qui provoquent justement le fait d'inscrire quelqu'un dans une école de musique. Et je le dis souvent, hein, nos auditeurs le savent, souvent je dis, mais vous savez, vous poussez la porte en face de chez vous, il y a une musique municipale, il y a des associations partout, on peut faire du sport, on peut faire de la musique, il faut bouger, il faut sortir. Et je pense que ta maman a joué ce rôle-là. Oui. Alors oui, et te voilà inscrit à la musique municipale en avant-Guingamp. C'est ça. Alors c'était tout à fait en avant-Guingamp parce que à l'époque, donc 17 ans, ça fait 1978, 77, 78, il n'y avait pas grand-chose en ce qui concernait mes envies et mes goûts, parce que j'ai toujours été plus ou moins attiré par ça. La batterie, les percussions. Donc j'ai un peu traîné de conservatoire en école de musique comme ça pendant un an et demi, jusqu'au jour où j'ai atterri à Nice au conservatoire. Ah ouais, carrément. Donc le parcours a été un peu traditionnel, hein, école de musique, et boum, conservatoire, Nice, carrément. Oui, parce que là aussi, c'est une anecdote. Pourquoi Nice ? Parce que tout simplement, j'avais une tati qui habitait là-bas. Ah oui, qui pouvait à la fois t'héberger. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, il y avait à l'époque 2 classes de percus qui étaient assez renommées dans la région. Il s'agissait de choisir soit Aix-en-Provence, soit Nice. Et donc, me voilà à Nice.
Oui, et messieurs, dames, Gilles, quand même, que nous avons ici dans les studios, et, il a plein de médailles. Il est parti parce que tu en es sorti de Nice du conservatoire avec un premier prix de solfège, ce qui n'est pas rien. Médaille d'or, je crois que c'est ça. Et un prix de percussion. Alors, quand on dit batterie, c'est la batterie. Quand on dit percu, pour moi, c'est la même chose, sauf qu'il y a différents instruments de percussion, et ce qui est le cas de la batterie, parce que de la caisse claire au tom grave, en passant par les cymbales et autres, c'est aussi de la percussion. Mais qu'est-ce que tu fais comme différence entre un instrument tout monté, qui est la batterie, et les percussions? Au sens large du terme, tout ça, batterie ou pas, les percus latines, les percus, tout ce que l'on peut connaître comme instrument à percussion, tout ça fait partie de la famille des instruments à percussion. La batterie fait partie des percussions. Et en fait, il y a dans cette grande famille d'instruments des tas d'instruments dont on se spécialise aussi. D'accord. Ok. Et, oui, parce que tout le monde, enfin toi, tu as eu aussi une passion pour les percussions. Je suppose que tu nous en parleras d'une manière générale, mais en démarrant par la batterie. Tout à fait. Alors plus exactement, j'ai démarré par les percussions classiques. Ah, c'est-à-dire les gros tomes, là, les timbales... Voilà, toutes les percussions que l'on trouve dans les orchestres symphoniques. Et oui. Les mecs qui se réveillent au bout de 10 minutes pour envoyer une cloche, envoyer un triangle... En espérant l'envoyer au bon moment. Oui, alors merci de soulever le truc. On va expliquer à nos auditeurs. Il n'y a rien de plus terrible. C'est pour ça... que tu dois être un bon lecteur, parce que si tu ne suis pas, même si tu as la mélodie en tête, surtout dans les gros ouvrages, les trucs qui durent 1h30, 2 heures, t'as 10 interventions à faire, il faut pas les faire n'importe où. C'est vraiment toi qui relance la machine ou qui tape au moment où il y a un drame sur scène. C'est souvent ça va avec la mise en scène. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc tu as été obligé, la lecture, c'est la raison pour laquelle tu as quand même une médaille d'or en solfège. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lis plusieurs clés. Alors oui, à l'époque, on était obligé de lire les 7 clés. Oui, je crois que ça a changé maintenant. Je dis je crois parce que le parcours tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans les conservatoires, je le suis plus de très près. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a adapté les choses de façon un peu plus précise. Mais à l'époque, il fallait lire toutes les clés. C'était un peu la purge, mais c'était comme ça. Ouais, alors ça, quand on est ado, ça va beaucoup plus vite. Moi, j'ai appris le solfège très tard, plusieurs clés. Mais pétard, passé 35 ou 40 ans, c'est très très difficile de se mettre là-dessus, surtout les clés d'ut, les clés de fa, tu as la clé de sol finalement, le moindre instrument, ça va un peu plus vite, heureusement, mais après, se mélanger les pinceaux, messieurs, dames, avec toutes les autres clés, avoir un premier prix là-dessus, moi je dis bravo, et premier prix de percussion aussi, bien sûr, tu es sorti de là... fier, maman heureuse. Oui, évidemment. Bon, évidemment. Allez, on va écouter un peu de musique, on se retrouve tout à l'heure. Ah ok, à tout de suite. Alors Gilles David, fort de ses premiers prix de percussion et médaille d'or en solfège, messieurs, il y a du boulot, les jeunes là, allez-y, c'est un bon conseil qu'on peut donner. Faites l'effort d'apprendre le solfège jeune, parce qu'après c'est la galère. Après tu n'as plus envie. Alors faites-le ado, parce que une petite clé de sol, une clé de fa, allez, mettez-en 2 pour la route. Vous apprenez ça rapidement parce que vous avez le cerveau qui est tout neuf, qui est énergique. Ça vous suivra toute votre vie. Et vous savez, on peut échanger à travers le monde avec le solfège. C'est-à-dire que vous tombez avec un japonais demain, vous ne parlez pas un mot de japonais. Vous pouvez prendre un instrument tous les deux et jouer ensemble. C'est ça le vrai partage. Vous allez, je dis le Japon, on peut faire le tour du monde, hein. Vous réunissez un Argentin, un Japonais, un Américain et un Français avec un Italien, et ils jouent tous la même langue sans pouvoir se parler. Donc je trouve ça formidable de faire l'effort d'apprendre au moins le solfège.
Pour en revenir à ça, Gilles, moi, ce qui m'a toujours frappé, et tu dois être un bon lecteur, ça, j'en doute pas, mais c'est l'écriture percussion. Elle est différente quand même de l'écriture. Le principe, c'est le même, c'est du solfège. Mais alors, comment ça se passe? Tu vas mieux en parler que moi. Elle est tout à fait adaptée à l'instrument. C'est-à-dire que oui, les notes sont les mêmes, le solfège est le même pour tout le monde. Ça. Pour les percussions, par exemple pour la batterie, voilà, on procède avec comme des légendes, ok. On met la grosse caisse sur telle note, la caisse claire sur telle autre note, les cymbales, les différentes parties de l'instrument. Alors il y a quelques standards, il y a le standard américain, anglais, je ne sais trop, et évidemment là aussi ils ne sont pas tombés d'accord, mais c'est pas grave. Et ça permet ensuite de lire la batterie d'après cette disposition-là. Oui. Et selon l'instrument, évidemment quand on joue un instrument à percussion de type clavier, vibraphone, marimba, xylophone, bon ben là ce sont des notes tout à fait traditionnelles. Voilà, les timbales, c'est la clé de fa, parce que c'est un instrument très grave, etc. etc. Mais il suffit d'adapter. Oui, mais grâce à ça, tu peux aussi voyager, parce que, bon, il est évident, d'aucuns diraient « Ah oui, mais attends, pour jouer My Way, par exemple, tu sais que c'est un slow, une valse, un tango, un cha-cha, un mambo. À la limite, si tu as un peu l'oreille, tu peux t'y coller. » Mais le gars qui t'amène un titre original et qui te dit « Je veux ça », même s'il te donne le rythme, l'ambiance du morceau, le thème, c'est pas évident à jouer, les interventions, les breaks, tout ce qu'on peut imaginer dans les percus, quoi. Donc un batteur, parce qu'avant les batteurs, souvent dans les orchestres, je dévoile pas un secret là, c'est pas, mais comme les chanteurs d'ailleurs, hein, on connaissait pas le solfège, hein, on y allait d'oreille, et je trouve d'abord que c'était très fort de la part de tous ces musiciens qui ont travaillé à l'oreille, parce que tu te rends compte, c'est incroyable, on écoutait des vinyles, tu te calquais à ce qui se faisait, je suppose que le chanteur, j'en faisais partie, hein, je faisais ça, le batteur, il écoutait les interventions, les breaks, et puis il s'y collait, quoi. C'est ça. Il fallait quand même avoir une sacrée oreille et être bien doué. Hein. Oui, effectivement, et puis on faisait avec les moyens qu'on avait, ou qu'on n'avait pas, hein, d'ailleurs. Hein, bien évidemment, on peut très très bien s'attaquer, je dirais, à la musique au sens large du terme, sans connaître le solfège. Et c'est comme ça, oui. Voilà, il y a d'ailleurs, Dieu merci, c'est pas le passage obligé, il y a de très 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 grands musiciens instrumentistes qui n'ont pas eu l'occasion ou la chance, appelle ça comme tu veux, oui, de connaître le solfège. Les deux, l'opportunité, la chance, quelqu'un qui leur a dit, inscris-toi ou va d'abord apprendre le solfège, c'est le début, quoi. Tout à fait, ça aide beaucoup. Ça n'est pas une obligation absolue, mais ça aide beaucoup. Mais sans dévoiler de grands secrets, il est des interprètes immenses, même dans l'opéra, je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas important, mais qui ne connaissent pas très très bien, qui ne lisent pas très très bien. Tout à fait. Ils ont tout appris d'oreille. S'agissant de Puccini, Verdi ou Donizetti, il y a des ténors. Moi, j'ai été obligé, quand je rentre à l'Opéra de Paris, de m'y coller, d'avoir des cours d'ensemble, d'avoir des lectures, bref. Mais il y a plein de gens en activité qui ne lisent pas le solfège. Mais ça les handicape quand même. C'est mieux de le savoir. Quand on sait que un silence est tellement important et tout est mesuré, sans être pinailleur, c'est pas à toi que je vais le dire, mais tout est quantifié dans la musique. Après, c'est le cœur qui parle. Mais au départ, c'est réglé, on le dit d'ailleurs, comme du papier à musique. Voilà. Et tu sais quoi, tiens, tous les petits-enfants là qui vont dire « Oh papy, c'est des expressions de vieux !» Oui, mais elles sont tellement bien imagées, quoi. Ouais. Oui. Et donc, ça t'a permis de jouer avec des gens internationaux sur Nice, parce que retour à Nice, on revient. Merci Yvette, oui, c'est ta maman. C'est ça. Petite pensée pour elle. Exact. Et te voilà de retour à Nice. Voilà, donc je termine mes études, je monte à Paris faire mon service militaire, parce qu'à l'époque c'était encore les obligations auxquelles il fallait se soumettre, et donc j'en ai profité pour mettre à profit cette année-là, et donc me voilà en octobre 82, fraîchement diplômé, j'arrive donc... Dans un club, parce qu'il y avait beaucoup de clubs à l'époque où ça jouait. Oui, à Nice, oui. À Nice, tu m'as parlé hors antenne, tu m'as parlé de l'aventure. Oui, il est vrai qu'à l'époque, on avait... je garde des souvenirs tellement merveilleux de cette époque. Je n'ai passé que 4 ans là-bas, mais
Voilà, je n'avais que pour seul souci musique, musique et musique. Donc, la boucherie, c'est oublié. Oui, parce qu'en fait, la première année, c'était 50-50. Je te cache pas que le père a été il a été vraiment super, mais il n'a pas été très souple sur la réglementation. C'est-à-dire qu'il m'a dit, c'est pas compliqué, tu pars, t'as pas de roue de secours. Aïe. Ok. Il était dur, hein. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, tu reviens, il y a les couteaux, il y a le machin, et c'est reparti. Donc, ça ne me posait aucun problème, mais il se trouve que la mayonnaise a pris tout de suite, et les choses se sont très bien passées. Donc, j'ai bouclé le truc en 4 ans. Je n'avais pas l'intention de faire plus d'années que ça, parce que quand on a 22 ans, je commençais un peu à faire mes premiers gigs, mes premiers cachets, je commençais à gagner mes premiers sous. Je n'avais pas l'intention d'aller au conservatoire jusqu'à 30 ans. Quoi. Bien sûr. Voilà, bien donc sûr. j'ai mis les bouchées doubles. Et très, 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 très souvent, le soir, quand les journées étaient terminées et tout, on se retrouvait entre potes, parce que forcément, tu connais ça. C'est une confrérie, hein, les musiciens. Voilà. Ça va du musicien classique au jazzman, à tous ceux que l'on peut rencontrer. Le soir, ça se terminait à l'aventure, autour d'un verre, devant un plat de pâtes, devant une pizza, devant n'importe quoi. Sûr. Et là, on refait le monde. On refait le monde et on faisait de la musique. Parce qu'en fait, il y avait c'est un club d'excellents musiciens, un orchestre qui était là. Et on y a passé de merveilleux moments. Eh ben, écoute, on va s'octroyer une petite musique maintenant et puis on va revenir sur ta rencontre avec Gilles Pellegrini. À tout de suite. Voilà, on est de retour et là maintenant, on est déjà en 1990. Ça passe vite, mais voilà, toute ta formation est faite, tu as choisi ton camp, tu t'es fait des amis dans la musique, tu t'es déjà produit sur scène. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un nom qui a tourné longtemps, même dans notre belle région, dans notre Vaucluse. Pendant très très longtemps, vous avez tourné. Tu as rencontré quelqu'un avec qui tu es resté 25 ans. Ah, Gilles. Eh oui. Oui, Gilles. Gilles Pellegrini. Gilles Pellegrini, oui, que je profite d'ailleurs de l'antenne pour le saluer, l'embrasser. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai une profonde affection pour Gilles. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé en fait? Ça s'est passé quelque part de la plus simple des façons. Donc, dans les années 87, 8, 9, etc., j'étais sur la région niçoise, Monte-Carlo, beaucoup de prestations par là-bas. Le Sporting, pas le Sporting, tous les grands hôtels, des trucs de très 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 beaux concerts et belles soirées. Et c'est Néné, le batteur de l'Aventure d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. De Nice. Voilà. Où de temps en temps, Gilles allait, comme tout le monde, il allait terminer ses soirées là-bas. Et comme il cherchait quelqu'un, il lui donne mes coordonnées. D'accord. Il lui donne mes coordonnées, on est en 89. Voilà, je reçois un appel de la part de Gilles, et à l'époque, je me souviens très bien, j'étais à Marseille, on était dans un club avec un groupe que l'on avait constitué, de musiciens locaux, toulonnais, marseillais, etc. Et tu jouais quel style à cette époque-là ? De la pop. Le répertoire, je dirais le répertoire orchestre, quoi. D'accord. Okay, voilà. Et tout public. Oui. D'accord. Oui. Et donc, j'étais très occupé avec ce projet-là à l'époque, et j'ai donné suite à la sollicitation de Gilles quelques semaines, voire même quelques mois plus tard, quoi. Et il était un peu agacé de ne pas pouvoir... on n'avait pas l'occasion de se rencontrer, je n'avais pas le temps de monter le voir. Il m'explique qu'il est dans la région de Grenoble. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, de monter le voir pour nos auditeurs. Ça veut dire que de Nice, quand même, à Grenoble ou Marseille, il y a une autre route, quoi. Donc c'est pas facile. C'est ça, et donc je lui avais simplement dit, j'ai dit, écoute, je suis navré, mais j'aimerais qu'on se rencontre, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais et qui tu es exactement, ce que tu proposes, parce que je ne le connaissais pas. Et oui. Alors lui, il trouvait ça un peu curieux, que je ne le connaissais pas à l'époque. Ah, c'est un personnage. Oui, hein. voilà. Et en fait, il a pris de son temps. Il est venu à Marseille, là où on jouait, là où je jouais. Il est venu passer la soirée.
On a fait connaissance comme ça, et puis ensuite, on s'est entendu, et notre collaboration a commencé au mois de janvier 1990. D'accord, je me souviens. Tu as bien sûr des milliards d'anecdotes. Moi, je me souviens très bien ici, dans notre région, vous veniez souvent à Bédouin, à Velleron. Oui. C'est des villes de chez nous où Gilles Pellegrini, avec toi et toute l'équipe, parce qu'il y avait du talent quand même. Je sais qu'il tourne encore, lui, parce qu'il est toujours bien sûr en activité. Oui. Mais à l'époque, c'était la grosse formation. Il y a eu des soirées où moi j'ai vu que du talent là-haut. Oui. J'ai eu la chance, l'immense chance de faire partie de cette équipe. On faisait des soirées, on faisait du bal quelque part, parce que c'est un orchestre de bal, d'accord. Mais attention, quand je dis du bal, c'était pas du lard donné au cochon, c'était de qualité. Tout à fait. C'était gratuit pour les gens. Je le dis souvent aussi, vous savez, toutes ces fêtes où c'était gratuit, où tu n'étais pas obligé de sortir 100 ou 150 pelles à la soirée, là c'était gratuit sur la place publique, tu buvais un coup et tu écoutais des gens qui jouaient de haut vol, tu vois, à ton image, à l'image de Gilles. C'était magnifique de passer une soirée comme ça sur une place publique. C'était chouette. Tu te rends compte, avec tout le talent qu'il y avait là-haut. Ouais. Vraiment, on a eu cette chance. C'était du bal de quelque part de luxe, quoi. C'était un privilège de faire partie de cette équipe-là, parce qu'on était attendus, on était accueillis, on était très très bien reçus. Et le public répondait présent. C'était des milliers de personnes. Ce qu'il faut dire, que chaque fois que Pellegrini se produisait dans la région, la place publique était noire de monde. Oui. Alors tu évoquais tout à l'heure Bédouin, et il est vrai que c'était pour nous, à l'époque, c'était le point d'orgue de la tournée d'été. Ah oui ? Ah oui. Oui, on y passait minimum entre 2 et 4 jours. On venait là, on s'installait pour plusieurs soirs, et c'était notre petite parenthèse, presque vacances. On était reçus merveilleusement. On a vraiment de très très bons souvenirs. Et c'est vrai que Bédouin, ça reste quelque chose de particulier. Et tu as d'autres. Alors je vais te demander. Tant pis, on va faire un peu les voyeurs. Hein. Je sais que nos auditeurs aiment bien ça. Un de tes meilleurs souvenirs avec Gilles de scène. Où tu t'es produit, où vraiment ce soir-là, vous étiez sur un nuage. Est-ce que tu as à part Bédouin? Oui. Alors c'est sûr qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes, pas mal de souvenirs, de très très bons souvenirs. Il y a les spectacles que l'on donnait à Bédouin, bien sûr. Puis il y a eu de très très belles choses qui ont été faites dans des régions où la notion de fête votive est quelque chose d'extrêmement appuyé, extrêmement. C'est quelque chose de très très attendu. Oui, il y a des régions de France. Voilà, quand on allait dans le sud-ouest, quand on allait, c'était une ferveur, mais alors incroyable. Et à cette époque-là déjà, d'ailleurs, vous étiez pratiquement, c'était un show. C'était un show un peu. On parle de bal parce que si tu as envie de danser, tu danses. Mais on regardait, il y avait des écrans, des éclairages de folie, une sono merveilleuse qui diffusait pour 5 000 ou 10 000 personnes sur une place. Et puis c'était le show, quoi. Moi, je me souviens d'un show à l'idée, de medley, sardou ou autre, enfin des choses bien montées de chansons françaises, de pop, classique ou pas. S'agissant de la trompette de Gilles ou des chanteurs, c'était formidable. C'était un show. C'était un concert. C'est ça. D'ailleurs, on nous en faisait un petit peu le reproche parce que les organisateurs regrettaient que les gens ne dansent quasiment pas. Mais bon, pour nous, c'était que du bonheur. C'est fou comme ça a évolué. Bon, à l'époque, c'était, allez, tu vas danser, ça dansait. C'était plus des orchestres musettes, comme on dit. C'était plus des orchestres pour faire danser. Après, ça a évolué avec des chanteurs qui faisaient des shows, des hommages. Et puis, il y a eu même des danseuses. Donc, ce qui faisait que quand le public allait sur une place publique, il allait voir un spectacle, quoi. C'est ça. Donc, tu étais plus près de la chaise que de la piste de danse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voyait arriver les mamies avec les mamies, et même les plus jeunes, avec le petit fauteuil pliant. Quand il n'y avait pas de quoi s'asseoir, ils arrivaient avec leur équipement perso. Ils s'installaient. Que faites-vous ? Oui, on s'installe. Et du coup, il n'y avait plus de piste de danse. Oui. Et toi, en fait, par passion,
parce que tu t'es régalé, je suppose, et parce que ça fait bouillir la marmite, hein, de travailler aussi souvent avec un orchestre comme ça. Tu es resté 25 ans quand même. C'est ça. C'est pas rien. Non, c'est presque un parcours de vie, hein, au niveau professionnel. Oui, ça restera je dirais mon compagnon de route le plus. Eh oui, tu t'es installé à Grenoble, bien sûr. Oui, oui. Parce qu'après Nice, ciao. C'est ça. Nice. C'est ça. Je suis un peu repassé par ma ville natale, donc à Hyères, et puis de là, autant de travail, autant d'obligations. Je me suis donc fixé là-haut à Grenoble. D'ailleurs, la quasi-totalité de l'équipe était de la région. D'accord, oui, c'est tous régionaux en fait. Oui, parce que beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles et tout, mais aussi beaucoup de préparation, de studios d'enregistrement, de ceci, de cela, donc ça demandait une disponibilité très grande. Et là, avec Gilles Pellegrini, vous abordiez pratiquement tous les styles, hein. Grâce peut-être à sa trompette, au chanteur et au niveau des musiciens, ça pouvait aller de la chanson française à la pop, en passant par le rock, en bifurquant vers le jazz. Je suppose que tout le monde jouait ça avec bonheur. Oui, parce que on avait d'abord le fil conducteur, le maître d'œuvre de tout ça, qui était Gilles. C'était une chance incroyable d'avoir quelqu'un comme ça qui dirigeait, parce que c'est un très très grand musicien. C'est quelqu'un qui écrit la musique, qui arrange merveilleusement. C'est un interprète hors pair. On ne le présente plus, hein. Mais il avait toujours le souci d'apporter sa patte à tout ça. Il mettait sa petite touche personnelle, et donc ça avait toujours un côté original que personne d'autre ne faisait. Donc c'est que du plaisir quand on évolue comme ça, c'est que du bonheur. Donc voilà, et oui, pour répondre à ta question, on se produisait avec l'obligation d'interpréter tous les styles, et puis les tubes du moment, etc. Voilà. Le parcours, le niveau, il ne faut pas... Souvent, moi j'ai assisté à des débats où les gens disent « Ouais, les musiciens d'orchestre, vous faites tout faux les mecs, il y a des gens qui ont un niveau incroyable, ça joue. » Et je trouve qu'il n'y a pas plus difficile de jouer justement un peu tous les styles convenablement, s'attaquer à un peu tout ce qui n'est pas évident chez tout le monde, avec une aisance, une facilité et une qualité rarement égalée chez certains orchestres qu'on a la chance d'avoir en France. D'ailleurs, tu as découvert récemment un chanteur, une chanteuse, un groupe, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Ça s'appelle... Tu dis son nom ? Oui, c'est ça. Ça s'appelle C'est la Sou. C'est la Sou. Oui, j'ai découvert ça sur une émission de télé. J'étais très surpris. Je ne sais pas si c'est le nom du groupe, si c'est l'interprète et tout, mais en tout cas, je trouvais ça très original. On l'écoute et on en parle après. Allez, on vous cache rien, parce que hors antenne, on parlait de tous ces orchestres magiques à travers la France. Notre regretté René Coll, Élie Portal dans le Var, merveilleux musicien, chef d'orchestre. On parlait et on pourrait aussi en citer des dizaines de mémoires, toi et moi, parce que là, on est en train de refaire le monde, de refaire la musique. Mais je disais à Gilles, mon invité, que souvent je suis triste quand j'entends dire dans certaines conversations qu'un musicien d'orchestre, c'est vrai que l'orchestre est là pour amuser le public. Pendant des années, ça a été gratuit, on fait danser les gens, on les amuse. Mais vous savez, pour s'attaquer à tous ces styles-là, pour mettre les pieds sur scène, il faut avoir un sacré niveau. C'est pas n'importe qui. Celui qui rentre dans un orchestre sans niveau, j'ai expliqué... Et tout ça, ça peut vous être confirmé. Mais tu apprends, tu avances, c'est une école formidable. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Quand on veut jouer de la musique actuelle, quand on veut jouer tout ce qui se fait maintenant, c'est vraiment très 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 bien que de passer par le bal, parce que c'est certainement la meilleure des écoles. Il faut savoir en sortir aussi, parce que il faut aussi passer à autre chose, d'accord. Mais quelle école
Quelle école, le bal? L'école de la vie. Oui, c'est une école de la vie. Après, c'est comme tous les métiers ou toutes les situations de vie. Il y a des gens très bons, des gens qui le sont un peu moins, des gens qui sont méticuleux, qui sont rigoureux. Bon, ben, ça fait partie des qualités nécessaires pour faire du bon boulot. Et on le dit souvent, quand on a une formation classique, et c'est ton cas, parce que tous ne sont pas issus des conservatoires ou d'une trajectoire comme ça, théorique, classique, sérieuse. C'est pas trop le mot, mais bon, ça l'est comment dire, par le travail que tu fais. Oui, l'implication. Voilà, par l'implication, merci. C'est sérieux. Alors, une question, je te pose, pourquoi toi qui as eu justement cette formation et ces débuts classiques, entre guillemets, de percussion au sein d'orchestres symphoniques, au sein de grandes formations classiques, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer? Qu'est-ce que tu ne trouvais pas dans le classique ou dans cette situation-là que tu as retrouvé ailleurs? Le hasard de la vie souvent fait que j'ai toujours été de toute façon attiré par la batterie. Oui. Et j'ai beaucoup aimé les percussions latines. Ok, les congas, tout ce qui est Amérique latine. Et donc il se trouve que pour l'anecdote, en 77, la deuxième année où j'étais au conservatoire à Nice, il y avait à l'époque le directeur du conservatoire, monsieur Cochereau, paix à son âme, il n'est plus là, le pauvre, qui a, lui, fait en sorte qu'il y ait, au sein du conservatoire, une classe de jazz. Et il y avait donc le big band du conservatoire, qui, je pense, a été un des premiers ou le premier à mettre en place ce type de... Et il y avait tous les instruments étaient représentés dans le classique, de la même façon, dans le jazz. Et il y avait donc l'orchestre du conservatoire classique et il y avait l'orchestre le big band jazz du conservatoire. D'accord. Et là, forcément, on allait aux ateliers jazz. On n'allait pas apprendre à jouer de la batterie, on allait apprendre les ficelles du métier, parce qu'il fallait quand même pouvoir au moins faire l'essentiel. Oui, parce qu'on ne parle pas, pardonne-moi de te couper la parole, mais on ne parle pas trop, finalement. En classique, c'est écrit et c'est comme ça. Il y a beaucoup de conventions en jazz rock, tous les signes que vous devez avoir, toute la complicité que ça comporte. C'est ça. Et c'est quand même une école aussi, ça. Ah, complètement. D'ailleurs, je me souviens, j'avais un prof de percu, un prof de batterie. C'était deux choses différentes. Alors ça s'écrit, pour répondre à ta question concernant oui, ça s'écrit de différentes façons, mais ça s'écrit, tout s'écrit. Voilà. Mais j'ai eu effectivement, là aussi, la chance de pouvoir suivre ces cours-là. Et donc, finalement, je suis resté autour de la batterie comme ça. J'ai toujours eu une véritable affection pour toutes les percussions, parce que j'ai quand même dû terminer mon parcours au conservatoire là-dessus, mais voilà pourquoi je suis arrivé à la batterie, quoi. Moi, ce qui m'a toujours séduit dans la variété, au sens large du terme, autant en classique, et Dieu seul sait s'il y a des plaisirs et des joies, une plénitude extraordinaire quand, s'agissant d'un instrument, d'une voix, ou d'un chef, il est des moments bénis des dieux, que tu suis, que tu peux pas sortir de ta partition, c'est impossible. Il n'y a pas un élément, tout l'orchestre joue ensemble et ça t'amène cette sensation de plénitude et de bonheur. Autant la complicité de la variété quand ça a été travaillé d'un morceau qui est complice, où ça part justement en improvisation, en impro, quel que soit l'instrument, quand toutes ces conventions sont à l'œil, au clin d'œil, au signe, et qui a le don à l'instrument de tous ces musiciens-là, c'est un plaisir immense aussi. Je veux dire, on peut retrouver finalement les mêmes joies d'un biais comme d'un autre. Ah oui,
Hein, la musique a ceci de particulier. Tout à fait. C'est qu'elle est au sommet, oui. Quel que soit le style que tu attaques. Tu parlais de l'Amérique du Sud avec les percus. Moi, je voyais mon papa taper sur une table et s'accompagner. Enfin, c'est une boîte à sucre en fer. Il tapait des boléros, des choses comme ça. Mais il chantait, ça suffisait. C'est ça. Avec des percus, tu peux chanter. Oui, tout à fait. Il rendait heureux les voisins, la famille. Ouais, le bonheur est le même. C'est ça. Oui. Son instrument, c'était ses mains, ses doigts et une boîte en sucre, en métal. Voilà. C'est incroyable. Hein, oui, c'est ça. C'était chouette. C'est une belle anecdote. Écoute, on va se repasser un petit morceau de musique tout de suite. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. OK. Hiéroise, recoucou. Alors j'en reçois un de Hiérois. Alors c'est les habitants de Hier pour les Montiliens et les Vauclusiens qui sont pas au courant. Parce que moi je connaissais un peu, et encore une fois on disait hors antenne, je reçois un Hiérois. Il est né là-bas, Gilles David. Oui. Tu es un histon, un minot de là-bas. Ah oui, complètement. J'y ai toute ma famille, une grande partie en tout cas. Tu sais que le Var c'est notre département cousin, on est voisins, mais les Vauclusiens adorent le Var. Tu es né dans un département magnifique. Ouais, c'est très joli, c'est vrai. C'est très joli. C'est trop beau. Il y a tout. Il y a comme chez nous. C'est ça. Sauf nous, on n'a pas la mer par ici. Mais vous avez la mer en plus. Nous, on a la montagne. On a le Mont Ventoux qui est pas loin. Voilà. Mais vous avez aussi des cols et des... quand même, Nice, c'est assez montagneux aussi. C'est très belle région. Ah ouais. Et je parlais de ça parce que à Hier, il y a une salle de spectacle où je disais à Gilles, pendant que vous écoutiez la musique, les flyers et les flyeuses, une salle de spectacle qui s'appelle, et apparemment, elle s'appelle toujours, l'Espace 3000. Oui, c'est exact. Tu l'as connu? Oui, je l'ai connu. Ça a été, je crois, la première salle assez importante, je dirais, en termes de capacité, à Hier, qui a permis d'accueillir des spectacles, des rencontres sportives, des grandes réunions culturelles ou sportives, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. C'était un peu les premières salles polyvalentes, multidisciplines. Oui. De l'époque. Voilà. Mais on ne dira pas il y a combien d'années, parce que... Je ne sais pas, ça date un peu. Je pense même que... Elle est plus en activité. Si, ça tourne encore un petit peu, je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais si, ça tourne. Ouais. Après, je pense même qu'il doit y avoir dans les tiroirs des projets de nouvelles structures à construire, ou je ne sais pas, qu'importe, mais ça date un petit peu, oui. Et à propos de nouveaux projets, alors on a parlé de ton parcours, on a démarré à 17 ans avec papa, maman, la boucherie, le conservatoire de Nice, la belle aventure avec Gilles Pellegrini, et maintenant, alors, parce que depuis quelques mois, on est à l'arrêt. Oui. Les comédiens, les chanteurs, les musiciens, les danseurs, tout ce qui est sur scène d'une manière générale et attractif en particulier sont à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vis ça? Malheureusement, comment dirais-je, oui, on est à l'arrêt complet depuis 14 mois maintenant. C'est fou. Donc, comment on le vit? Il faut se résoudre à aller bien, il faut se résoudre à continuer à avancer, il faut s'obliger à rester debout, parce que... taper au fond et remonter. Oui, on n'a pas bien le choix. On a des enfants à accompagner, on a des familles voilà, il faut avancer. J'ai pour ma part profité je ne sais pas si profiter est le mot qui convient, mais il se trouve que la musique étant à l'arrêt, voilà, j'ai avec ma compagne, on a tous les deux mis des activités parallèles autres que celles de la musique. Bravo, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, mais c'est un peu ce qu'il faut faire face à quelque chose que tu prends au quotidien en pleine dans la figure. Faut se bouger, quoi. C'est ça, on n'a pas eu le choix quelque part. Bien sûr. On n'a pas eu le choix, donc on a la chance d'être encore debout, et on va le rester longtemps, ça c'est sûr, mais il faut avancer.
commencé. Et tu parallèlement, tu t'es... on peut en parler? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr. J'ai toujours eu une espèce de passion en dehors de la musique qui m'a mené à la nutrition, au sport. Ok, tout ça, ce sont des choses qui sont quand même un petit peu liées, et donc j'ai développé une activité dans la nutrition, dans le bien-être, dans tout ce qui comporte cet aspect-là de la vie. Voilà, donc ça permet de faire autre chose. Ça permet de se réinventer, de se renouveler. Et encore une fois, on est obligé. Et mesdames, messieurs, surtout les dames, vous ne voyez pas Gilles, mais il a un corps de rêve. C'est quand même... Non, n'exagérons pas. Tu bien foutu. Et il est bien, c'est aussi. Il n'a pas un pet de ventre. Tout va bien. Et c'est un charmant garçon. Je comprends qu'il fasse coach. C'est très gentil. Non, mais en même temps, comment dire, ça fait partie d'une, c'est un peu une ligne de vie, quoi. Oui, c'est ton hygiène de vie. Ouais, à toi, voilà, c'est comme ça. Je sais pas, mais on prend soin de soi, on prend soin de sa santé. Ça me paraît être oui, ça va de pair avec ta personnalité aussi. Ouais, je crois. Et ton quotidien. Ouais, c'est quand même l'endroit où je vais passer le plus longtemps de ma vie. Bien sûr. J'ai intérêt à ce que ce soit pas mal là-dedans. Et comment tu vois l'avenir? Alors là, la sortie de crise cet été, cet hiver, est-ce que oui, moi aussi, je suis comme tout le monde, je pense que tout va reprendre et on va garder un peu le masque et se laver les mains plus souvent pour ceux qui ne se les lavaient pas, parce qu'il y a danger. Mais est-ce que pour le métier, tu penses... C'est difficile de se prononcer. Encore moins facile de se projeter sur un avenir plus ou moins proche, mais on espère tellement que les beaux jours arrivant, l'été est là, que malgré tout quelques activités reprennent, n'est-ce pas? Je ne peux pas trop concevoir, je dirais, une vie normale sans spectacle, sans concert, sans animation, etc. Ça sera beaucoup plus difficile. Pour tout ce qui concerne les activités liées à la danse dans la musique, parce que là forcément c'est un secteur qui est terriblement verrouillé. C'est vrai. Tout ce qui est dancing, discothèque, etc., c'est à l'arrêt complet. Donc là je ne sais pas quoi dire, mais on espère vraiment, on a de belles espérances pour que les choses redémarrent normalement. Oui, il n'y a pas de raison. Mais bien sûr. Déjà, en temps normal, c'est difficile d'avoir un théâtre, de pouvoir s'y produire, d'être dans des projets, des tournées, des choses comme ça. Je dis ça parce que je voudrais qu'on fasse un petit coucou aussi, avant de se quitter, à Alain Musichini. Oui. Qui nous écoute peut-être. Alain, on avait un projet ensemble, on va le dire, moi tu sais, je cache rien. Tout à fait. Avec deux autres musiciens aussi formidables que toi et Alain Musichini à la baguette. On avait monté une espèce de, on va dire, de caravane répertoire, quelque chose où tu étais au percu. C'est ça. Et où c'était, comme on dit souvent, dénudé, un peu minimaliste, avec chaque instrument à sa place et sans que ce soit la course à l'équipement. Ça sonnait vraiment bien, basse, guitare, accordéon et percu. Et avec Alain Musichini, malheureusement il a eu un petit problème aussi de santé. À l'époque, il y a 3-4 ans, on avait loué un théâtre, on devait le faire. Ensuite, 3 ou 4 mois après, rebelote, on pouvait jouer alors qu'on a répété pendant des mois et c'était les Gilets jaunes. Après, en fait, ce spectacle n'a jamais vu le jour. J'avais oublié, les Gilets jaunes. Oui, tout à fait. C'est incroyable parce que grâce à toi, aux 4 musiciens avec qui on devait faire ça, et puis la Covid est arrivée et ça a tout bloqué, ça bloque tous les projets. C'est ça. Bon, espérons que ça va se débloquer rapidement. Oui. Et qu'on va pouvoir s'embrasser et partager le verre de l'amitié. Je vais d'ailleurs te laisser le mot de la fin, Gilles, pour nous dire au revoir.
Moi, je te salue déjà. Je vais saluer Romain, notre ingé, comme disent dans le métier, notre ingénieur du son. Merci Romain, toujours là et toujours efficace. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci à tous déjà de votre accueil ici à la radio, c'était super sympa. Et puis, mes souhaits de proximité dans le temps vont. On revient sur ce dont on parlait à l'instant. Voilà, que les choses reprennent très vite, que les terrasses soient pleines, que les spectacles reprennent, que les théâtres soient pleins et que, ma foi, que la musique reprenne ses droits. Et ça sera que du bonheur. En tout cas, merci Enrique de ton invitation. Okay. C'était un vrai plaisir. Merci Gilles. Ciao.